Donc bonjour à tous. Je vais profiter de l'autorisation donnée par mon directeur pour commencer avec un peu d'avance, pour pouvoir profiter de ce temps de table ronde et approfondir les échanges. Donc je voulais faire quelques mots d'introduction pour relier cette table ronde, cette troisième table ronde au reste des acquis de la journée. On a entendu dans la deuxième table ronde, mais aussi Monsieur le ministre nous rappeler que l'agriculture est à l'aube d'une mutation, où l'accroissement de la valorisation de la connaissance sera au cœur de gains de compétitivité, au cœur de réponses à des enjeux écologiques et environnementaux. Et la numérisation de ces connaissances, elle est à l'œuvre. Et du coup, on a aujourd'hui beaucoup parlé des rapports des agriculteurs à cette connaissance numérisée. Et on va continuer d'en parler, mais d'en parler sous un certain angle, puisqu'il y a des acteurs qui sont traditionnellement aux côtés des agriculteurs dans leur rapport à la connaissance, et ce sont ce qu'on appelle de manière très très globale les organismes de conseil. Donc on va garder ce terme très global pour l'instant, puis on ira un petit peu creuser pour voir qui sont les organismes de conseil dans le cadre de cette mutation, de cette numérisation des connaissances de l'agriculture. Alors notre table ronde, elle vise à explorer du coup la façon dont les big data vont transformer le conseil aux agriculteurs. Et on va l'aborder sous plusieurs angles que je vais balayer très rapidement en introduction. Donc d'abord en rappelant ce que nous a dit Hervé Pillot tout à l'heure, il nous décrivait un contexte économique, où j'ai noté donc, où le mot d'ordre c'est « soyez ubérisateur pour ne pas être ubérisé vous-même ». Donc on est dans un contexte effectivement très dynamique, pour dire les choses positivement, entre l'investissement de majors que sont en agriculture par exemple Lely ou John Deere, entre des organisations professionnelles plus traditionnelles qui cherchent à maintenir une offre de conseil pour leurs agriculteurs, entre des startups qui entrent dans ce secteur. Donc comment se recompose le secteur du conseil? Et donc c'est un des angles qu'on va chercher à explorer ensemble. Mais le conseil, c'est, je dirais, avant tout une relation entre un conseiller et un agriculteur. Or, on a vu là plutôt dans la première table ronde que les rapports des agriculteurs à ces technologies connectées sont pas évidents, ils sont parfois prudents, parfois ambivalents. Si le réseau, c'est une porte ouverte sur le monde, sur des groupes de pairs qu'on élargit, qu'on renouvelle, le pilotage de l'exploitation agricole par des chiffres, ça heurte des visions du métier, une pratique plus sensible, plus tactile. Le métier d'agriculteur, c'est aussi être au cul des vaches. Et donc, comment est-ce qu'on peut développer, renouveler la relation agriculteur-conseiller dans ce contexte où la numérisation de l'activité agricole est une question plus qu'une solution évidente. Alors nous questionnerons tout ça et nous discuterons aussi de l'évolution tout simplement des métiers des conseillers dans ce contexte. Pour explorer tous ces sujets, petit tour de table pour se présenter. Déjà, nous serons donc deux animateurs. Moi-même, Bertille Tarot, qui suis sociologue à l'ESA, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Laurent Schibler, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Laurent Schibler, je suis responsable développement et innovation chez Alice. Alice, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nouveau nom depuis février l'année dernière de l'UNCIA, donc la Fédération des entreprises de sélection, des entreprises de mise en place, donc le monde globalement de la création génétique et de l'IA. Donc Laurent Schibler nous a fait le plaisir d'accepter d'être le grand témoin de cette table ronde. Nous invitons donc trois intervenants principaux. Monsieur Philippe Royer, qui est engagé dans des organisations professionnelles depuis plus de 15 ans, dans le contrôle laitier de la Mayenne, puis il a piloté la création du Clazel, puis en 2015 de Synergie, donc qui fédère, comme on le rappelle ici, 5 établissements de conseil en élevage, 13 000 adhérents, donc il aura l'occasion de préciser son activité et les métiers de conseiller au sein de son organisation. Nous accueillons aussi Pierre Labarthe, économiste à l'INRA. Ses recherches portent sur les transformations des services de conseil aux agriculteurs. Il est l'auteur de plusieurs travaux, dont notamment un ouvrage qui vient de sortir et que malheureusement vous ne pourrez pas trouver dans le point presse puisque c'est, je crois, trop récent, sur le conseil privé en agriculture.
Et enfin, Jeffrey Nadison, qui depuis plus de 25 ans est engagé dans des activités de commercialisation, de R&D et d'innovation dans les secteurs agricoles agroalimentaires. Donc, parmi probablement les nombreuses fonctions que vous avez exercées, il a dirigé et présidé précédemment AgriEsprit, il a présidé John Deere AgriService Europe, etc., etc., je dirais. Il sera probablement le porte-parole à la fois de start-up et de major dans les transformations du secteur qui nous intéressent. Donc voilà pour les présentations. Je vais donner la parole sans plus tarder à Philippe Royer qui va exposer et introduire une première question qui est celle de l'évolution des métiers et de l'offre de conseils aux agriculteurs. Je peux avoir le diaporama. Voilà, Philippe Royer, je suis directeur général du groupe Synergie. C'est un groupe de conseil en élevage. Tout d'abord, je voulais introduire en disant qu'on vit une époque formidable, parce qu'on a une époque où on n'a jamais eu autant d'opportunités devant nous, mais une époque anxiogène, parce que tout le monde se pose la question de ce qui va devenir en 2020-2025. Et donc, au niveau du groupe Synergie, on a décidé à plusieurs entreprises de se réunir justement pour aborder cette époque-là avec un esprit nouveau. Parce que souvent, on est un peu paralysé par notre histoire et notre culture, surtout pour aborder les aspects du numérique et de l'ubérisation des sociétés. Donc on s'est dit de le faire à plusieurs, c'est déjà un atout, parce qu'on est capable de penser un peu différemment. Dans les défis qu'on a à relever au niveau du groupe Synergie, j'en situe 3. Le numérique, je vais passer rapidement parce que c'est celui que je vais traiter aujourd'hui. L'autre défi qui a été abordé par le ministre et plusieurs intervenants, c'est le défi du vivant. Ce matin, j'entendais dans la première table ronde presque un peu de suspicion, de peur entre l'un et l'autre. Nous, l'objectif, c'est la somme des deux demain. Il y aura toujours plus de vivants. On travaille beaucoup à transférer les approches de l'agrobiologie vers l'agriculture conventionnelle. Donc il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Et le troisième défi, c'est de l'humain. Parce que quand on apporte du conseil, quand on a des mutations, on a accompagné les agriculteurs sur le fait de comprendre la mutation. Parce que tant qu'on ne comprend pas une mutation, on est bloqué, et quand on est bloqué, on ne se met pas en mouvement, et si on ne se met pas en mouvement, on se met en danger. Donc c'est vraiment les 3 points, donc le numérique, le vivant et l'humain qui nous animent. Donc si on avance sur la diapo suivante, l'impact du big data, juste pour faire une transition avec la table ronde précédente, c'est qu'est-ce que ça a comme impact en termes de services chez nous. Juste 2 illustrations. Je ne vais pas tout commenter, parce qu'on a convenu de faire des interventions rapides. 2 illustrations. Vous avez une petite image qui s'appelle Smart Pilot. Smart Pilot, c'est un outil qui a été co-construit par des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a dit aux agriculteurs, concevez l'outil dont vous avez besoin. Nous, on va y mettre après les moyens informatiques, les moyens numériques et autres. Cet outil-là est assez récent. Il a déjà 1300 adhérents clients. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on arrête de penser à la place des agriculteurs et qu'il fallait qu'on développe tous les concepts d'open innovation qui se développent dans tous les secteurs d'activité globalement aujourd'hui. Et donc, il faut mettre le client au centre de la réflexion. Et donc ça, c'est un atout. Étant une entreprise créée par et pour des éleveurs, c'est la moindre des choses qu'on les mette au centre des innovations. Ce n'est pas toujours ce qu'on a fait pendant 40 ans. Il faut quand même savoir en faire une analyse critique par rapport à ça. Le deuxième point par rapport à cette approche du big data, c'est le multiplexage de la donnée. Aujourd'hui, l'important ne me semble pas d'apporter toujours plus de données. C'était d'ailleurs dit précédemment et conclu par Pascal très bien par rapport à ça. L'enjeu me semble d'apporter la bonne donnée au bon moment et celle qui va combiner des approches. Et j'ai pris une approche qui est cétodétect, c'est un critère sur l'acétonémie, où on va combiner des données d'analyse de lait, des données de biomodèles qu'on a sur notre système informatique, pour produire une donnée qu'on n'aurait jamais produit avant. Donc le multiplexage de la donnée, on peut croiser ça également avec nos collègues de la génétique aujourd'hui. On a des gros travaux à mener sur ça pour savoir comment on va valoriser la génétique et la nutrigénomie. Il y a des grands domaines qui sont devant nous sur ces sujets. Voilà juste pour la partie big data en conséquences pratiques dans notre entreprise. Et la troisième diapo, donc c'est sur les formes de conseil, ce qui se veut l'atelier aujourd'hui. On avait un conseil qui était assez normé et assez stéréotypé. Il est clair que le big data vient changer les choses. Alors, en quoi ça vient changer les choses ?
Déjà, le big data, ça change le temps, le rapport au temps. Tant qu'on était dans des publications papier, on avait le rythme du papier, du tableau de bord et autres. Là, avec les objets connectés, avec les capteurs, l'information, elle est quasiment en traitement 24 heures sur 24. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on va donner l'alerte et à quel moment on va la donner. Parce que si vous inondez l'agriculteur de SMS ou de mails, c'est une catastrophe, il en a marre, il ne les regarde plus. Et donc nous, ce que l'on travaille, c'est fournir les 4 à 5 données au bon moment dans la journée. Alors notamment, on a de plus en plus d'agriculture sociétaire, c'est-à-dire quand les agriculteurs se réunissent pour prendre un café et faire le point sur la journée. Alors pour certains, c'est le matin, d'autres, c'est le midi. Et c'est vraiment les bonnes infos. Le rapport au temps est changé aussi parce qu'on a besoin que dans une exploitation agricole, par exemple, les 5 associés d'un GAEC aient la même information en même temps. Parce qu'ils peuvent se succéder à 2 heures d'intervalle. Et s'il y a eu une intervention sur un animal, il est important qu'ils aient tous la même information. L'avantage du smartphone, c'est qu'il y en a un qui fait une intervention, je vais dire en 10 secondes, les autres ont l'information sur leur smartphone et peuvent piloter les choses. Donc ça change les choses, le rapport au temps. Le rapport au territoire est également changé parce que à partir du moment où vous travaillez avec du numérique, ça nous amène par exemple à travailler, à accompagner des troupeaux en Italie du Nord. Donc chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu les données et pas travaillé à distance. Bien sûr, il y a de l'humain, il faut aller régulièrement là-bas pour accompagner, voir les éleveurs et travailler avec eux. Mais il y a un rapport au territoire qui change. Et après, les formes de conseil changent également. On avait une forme de conseil qui était le rendez-vous individuel. Déjà, ce rendez-vous individuel, il n'est plus tel qu'il était avant, de manière un peu stéréotypée, 10 à 11 fois par an. Il va pouvoir être entre 5 à 8 à 10 ou à 15 fois par an. Mais ça peut nous arriver aujourd'hui d'aller 3 fois de suite dans la même exploitation une semaine, parce qu'il faut absolument régler un problème. Et s'il y a un problème, on ne va pas attendre le mois suivant pour le résoudre. Donc ça change les choses. Ça nous amène donc à travailler la hotline. On travaille de plus en plus en hotline. Alors la hotline passive qui se disait, ben voilà, bien sûr, on répond au téléphone, ce qui est la moindre des choses, de répondre aux clients qui appellent pour lui donner des pistes de solutions à sa problématique. Mais maintenant, on est passé aussi en hotline proactive. C'est-à-dire qu'on a été associé, on travaille beaucoup avec Medria, une société qui intervenait également dans les ateliers, voilà, depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années. Et l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est de capter le fait que la vache va avoir des problèmes de santé, même avant que ça soit vu par l'agriculteur. Et donc, ça veut dire qu'on appelle l'agriculteur en disant bah, « Tiens, Jacques, on a constaté que sur ton troupeau, il y a tel et tel indicateur qui est en train de se dégrader. Il faut peut-être prendre telle mesure préventive. » Ce qui nous amène à être un acteur majeur de la prévention santé. Alors, pas sur l'antibiotique, et ça tombe bien parce qu'il faut moins d'antibiotiques demain. Il y a un plan éco-antibio qui va nous amener, à juste titre, à baisser la quantité d'antibiotiques. Mais ça nous amène à être plus intelligents et à travailler des mesures zootechniques et des mesures de médecine complémentaire et alternative qui sont, je pense, quelque chose de très bon pour demain. Donc, et le dernier point, qui va rejoindre l'humain, c'est que je pense que les big data n'ont pas vocation à isoler les agriculteurs chez eux. Bien sûr que c'est important qu'ils aient la bonne alerte au bon moment et autres, et qu'ils n'en aient pas trop, qu'ils aient celle qui va être créatrice de valeur. Mais si on place, je veux dire, la vie d'un agriculteur, les êtres humains sont faits pour travailler en groupe. Donc on le voit pour les étudiants, on le voit à tous les niveaux, et en groupe on amène beaucoup plus d'infos. Et un travail que l'on fait aujourd'hui, c'est un travail de référence pour que les agriculteurs, on vient de créer 25 groupes là, en une année, et on a l'objectif d'en créer 25 tous les ans pour les années à venir, parce qu'on pense qu'à un moment où il y a de plus en plus d'individualistes, c'est le moment où nos structures, nos entreprises de services créées par des agriculteurs pour des agriculteurs doivent remettre du collectif. Voilà. Ce qui est dur, c'est d'amener les gens la première fois dans une salle. Mais une fois qu'ils sont repartis dans des modes collectifs, ils sont contents et ils recréent. Voilà, et ils s'enrichissent, et il faut avoir cette honnêteté-là, autant des échanges entre eux que des apports de nos experts que l'on peut mettre autour de la table ou autour du silo, autour du troupeau. Voilà quelques informations pour situer pour le groupe Synergie les choses. Alors, Monsieur Royer, mais peut-être aussi les autres, étant donné l'évolution de l'offre, à la fois temporelle, à la fois sur l'objet même du conseil, que deviennent les métiers de conseiller? Est-ce qu'on a les mêmes conseillers qu'il y a 50 ans, ou est-ce que vous avez changé la structure des conseillers chez vous? Alors, je vais dire, le numérique change
tous les métiers. Ça fait 10 ans que j'y travaille beaucoup. Donc, on avait, si je prends sur un périmètre que je dirige depuis 10 ans, ça a le mérite, j'ai toute l'histoire en tête, hein. Donc ça va donner une illustration. Il y avait 100 conseillers sur ce territoire qui était celui de la Sarthe et de la Mayenne. Sur 100 conseillers, on avait 98 contrôleurs laitiers qui passaient régulièrement et 2 ingénieurs conseils planificateurs qui amenaient les méthodes. Voilà. Ça vous donne à peu près les ratios. Aujourd'hui, on est descendu à 60 conseillers généralistes. C'est plus du tout le même profil. J'aime bien la métaphore de la médecine généraliste, c'est-à-dire des conseillers bien formés qui vont avoir une capacité d'apporter du coaching, de chiffrer de manière technico-économique l'apport des conseils. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La preuve de ce que l'on amène est de plus en plus important. Donc le métier a énormément évolué. À côté de ça, on a 35 experts, nutritionnistes, vétérinaires, consultants accompagnement de projet, agronomes, spécialistes culture. Donc le monde a complètement changé. L'avantage de se fixer une vision d'entreprise, c'est que ça nous donne du temps pour adapter les choses. Et donc l'autre point, donc les métiers ont changé. Il y a des gens qui ont quitté l'entreprise, qui ont rebondi vers d'autres entreprises. On intègre de plus en plus aujourd'hui d'ingénieurs. On intègre également des compétences expertes extérieures, parce qu'on a besoin de consultants seniors de manière de plus en plus importante, hein. Donc, et puis ça change le paradigme en termes de management. Voilà. Donc il faut quitter les schémas descendants et planificateurs, et on est dans une école d'agriculture, donc on a besoin d'avoir des jeunes ingénieurs qui arrivent avec cette approche montante, avec cette approche projet collaboratif par rapport à ça. Et nous, on a le devoir, parce que ces jeunes-là, c'est une chance pour nous. Dans nos entreprises, on a de la chance d'embaucher beaucoup de jeunes ingénieurs. Ils viennent modifier notre entreprise à une condition, c'est qu'on leur donne des responsabilités importantes très vite. On n'est plus dans un schéma où on doit attendre 5 ans ou 10 ans avant de prendre telle responsabilité. Si on a un jeune ingénieur très bon, là j'en ai une qui a 25 ans, elle va prendre la responsabilité d'un domaine d'activité stratégique de l'entreprise à 25 ans. Et ça, c'est des choses que nous-mêmes, en tant que manager, et on doit accepter que ces jeunes-là, qui ont une approche nouvelle, viennent nous déranger et nous télescoper dans notre gestion de l'entreprise. On m'entend? Oui. J'avais une réaction un peu globale. Je pense que c'est un cas qui illustre bien le fait que... Alors nous, on a fait des études moins poussées, moins détaillées à l'échelle d'une entreprise, mais on a regardé beaucoup d'OAD basés sur du big data. Et jamais ça remplace le conseil, en gros, pour le dire autrement. Donc ça, je pense, c'est quelque chose d'assez net que beaucoup d'études montrent, c'est que ça transforme l'activité de conseil et le rapport entre le conseiller et l'agriculteur. Mais ça ne se substitue pas au conseil. On voit très souvent, d'ailleurs, dans pas mal d'exemples qu'on a vus dans les petits ateliers par secteur de production, on voit que le choix est fait très souvent par les concepteurs de ces OAD de s'associer à des organismes de conseil et de ne pas vouloir commercialiser directement ces outils si eux-mêmes ne sont pas dans ce métier du conseil. Donc je pense que pour entrer dans ce débat sur le conseil, ça va transformer l'activité de conseil, mais ça va, de mon point de vue, pas se substituer au conseil. Et je sais que plus de OAD entraînera autant de conseils et du conseil différent, mais je ne pense pas à moins de conseils auprès des agriculteurs. Un commentaire aussi donc, sur les profils de conseillers qui évoluent. Donc effectivement, on peut bien imaginer aujourd'hui, et ça a déjà été dit dans la table ronde précédente aussi, où il va falloir besoin d'un minimum d'acculturation et le fait que des agronomes comprennent un petit peu plus de choses en informatique et inversement. Mais on n'imagine pas effectivement avoir le Léonard de Vinci qui sera un expert dans un tas de domaines à chaque fois. Ça veut dire aussi qu'en termes de profil, effectivement, il y a peut-être besoin de passerelles, il faudra toujours des spécialistes, il faudra des généralistes, et il faudra des gens, surtout, qui sont capables de fonctionner en mode projet, de comprendre un petit peu les problèmes des autres et de créer du lien là où il n'y en a pas. Je prends un exemple très très précis, puisque avant de rejoindre Alice, j'étais dans le domaine de la recherche en biologie. Il y a 10 ans, on a commencé à parler de bioinformatique. Parce qu'il y a 10 ans, dans le domaine de la recherche, on a vu arriver des tombereaux de données, d'expressions, de séquences, etc., dont le biologiste de base ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est que l'informaticien, il est capable de les traiter, mais il ne sait pas quoi en faire non plus. Et c'est bien à l'interface entre les deux,
dans ce qu'on a appelé la bioinformatique et toute cette branche qui s'est développée, que sont apparus des nouveaux types de profils de personnes qui ont un minimum de culture informatique, mais ne vont pas faire les logiciels. Ils vont savoir les utiliser, en tirer parti et leur donner du sens d'un point de vue biologique. Je pense qu'on a le même type d'évolution, de révolution à avoir dans les prochains temps dans ce domaine. Après, est-ce que c'est de l'informatique, de l'agro? Est-ce que c'est de l'électronique, de l'informatique, etc., etc. Tout est possible à mon avis. Et je pense que ça aussi, ce sont probablement pour les étudiants des opportunités comme il n'y en avait peut-être pas avant. On sort de cette logique disciplinaire, on sort de la logique de silo. Ceux qui aiment le disciplinaire pourront s'y épanouir à condition de devenir des experts. Ceux qui aiment plus l'interaction, l'interactivité, la pluridisciplinarité auront plus de chances aussi de trouver des postes intéressants. Je veux bien rebondir sur la recherche. Il y a vraiment un monde de la recherche qui est en train de changer. On voit que les agriculteurs deviennent de plus en plus acteurs de la recherche. Donc on a cet enjeu-là. Et en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est que la recherche, elle va se passer entre l'agriculteur, là, qui chez nous va être à Château-Gontier ou à Caen ou à Angers, là, près d'Angers. Et puis, on va travailler parfois sur des programmes avec un chercheur américain. Et qui va pouvoir échanger avec ces 2 ou 3 agriculteurs, parce que c'est ce chercheur américain qui aujourd'hui, avec toute l'informatique, est accessible. C'est-à-dire que le monde nous est accessible, et en même temps, il faut faire du local. Et l'enjeu, c'est de concilier à la fois cette ouverture au monde, qu'il faut surtout voir comme une chance, et à la fois le local. Donc on a à concilier les deux, et ça nous amène à renforcer nos compétences dans les entreprises, en mathématiciens, informaticiens, donc les profils d'embauche changent également par rapport à ça. Alors j'entends aussi, mais c'est parce que j'ai une idée derrière la tête, que derrière ça, il y a des formes de collaboration, de coopération entre des types de structures, des types d'intervenants, peut-être originales, entre des chercheurs, des agriculteurs, peut-être des organismes professionnels et puis des centres de recherche pour lesquels vous n'étiez pas habitués. Ça donne une vision peut-être un peu idyllique du secteur professionnel et notamment du secteur des services. Donc je vais inviter Pierre Labarthe à lancer un peu notre deuxième thématique de cette table ronde qui consiste à se demander en quoi les big data nous font entrer dans un contexte plutôt de compétition et de concurrence. Mais ça, on va en débattre alors. Donc il faut que je casse l'image idyllique, en fait, c'est ça le... Oui, s'il vous plaît. Ouais, donc avec plaisir. Donc en fait, le propos, c'est pas juste de dire que les big data changent la concurrence, c'est déjà de dire que le secteur du conseil a lui-même changé avant qu'on se pose la question des big data, et que je pense qu'on est dans un contexte beaucoup plus concurrentiel depuis une vingtaine d'années, et de voir que la question des bases de données et de leur gestion, elle rentre dans ce jeu de concurrence. Elle crée des nouvelles dynamiques dans ces concurrences-là, mais elles n'en sont pas forcément uniquement la cause. Il y a d'autres mécanismes à l'œuvre. Je pense qu'il y a 30 ans, le paysage du conseil agricole n'était pas très compliqué pour un agriculteur. Il avait autour de lui souvent 2 à 3 conseillers, un pour la partie technique agronomique, un pour la partie gestion économique, financière, et un pour l'approvisionnement. Et quand on fait un peu des enquêtes auprès des agriculteurs et auprès de l'offre de conseil, on voit qu'on n'est plus du tout dans ce type d'offres. On a des offres beaucoup plus morcelées, dans lesquelles les compétences se chevauchent de plus en plus. À tel point que dans certains pays, comme aux Pays-Bas, moi j'ai vu des exploitations sur lesquelles il y a marqué à l'entrée conseil agricole sur rendez-vous uniquement, parce que les agriculteurs avaient trop de conseillers face à eux. Voilà, ils n'étaient pas complètement sûrs des compétences amenées par des conseillers venant d'une très grande diversité de structures. Alors les raisons de cette concurrence qu'on retrouve aussi en France, elles sont... Est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante? Merci beaucoup. Elles sont multiples. Alors, il y en a une qu'on n'a pas dite, qui est un peu évidente, c'est qu'on a quand même de moins en moins d'exploitations agricoles et que ça va très vite, ce désengagement, ce qui veut dire que la part de clientèle de chacun, elle se diminue, et donc chacun va se resserrer peut-être vers un même groupe d'agriculteurs sur lesquels on va être en compétition. Et d'autant plus que les fonds publics sur lesquels est margé un certain nombre d'organismes de conseil et de développement sont aussi relativement en diminution, on va dire qu'ils sont plutôt stables, mais qu'on finance de plus en plus de personnes sur ces fonds-là, ce qui peut aussi créer des nouvelles formes de concurrence. Enfin, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certaines activités qui étaient le cœur de métier d'un certain nombre d'organismes qui sont de plus en plus automatisables et automatisés, et qui vont faire que ces organismes vont peut-être avoir tendance à se reporter sur le conseil, parce que c'est dans le conseil qu'elles peuvent déployer leur activité. Alors on peut penser au conseil à la comptabilité, on peut penser au conseil en irrigation, en fertilisation, tout un tas de points sur lesquels, on a vu plein d'exemples aujourd'hui,
il est possible de produire les chiffres et les données de façon relativement automatisable. Et donc ce qui va rester, et là où ces organismes peuvent se développer, c'est plutôt vers le conseil, et plutôt vers un conseil plus global d'accompagnement, sur lequel des organismes qui à la base étaient identifiés sur des domaines assez différents vont se retrouver de plus en plus en compétition. Il y a dans certains territoires pas très loin d'ici des comptables qui se retrouvent en compétition avec des chambres d'agriculture, des coopératives, etc. Donc on va avoir ce phénomène de plus en plus. Et aussi parce que de nouveaux acteurs, qui jusqu'à présent n'étaient pas des acteurs du conseil agricole, investissent. Donc il peut s'agir de l'amont et de l'aval de l'agriculture. Donc il y a des industries agroalimentaires qui embauchent des conseillers parce que dans leur cadre d'intégration verticale, avoir des conseillers, ça leur permet de mieux maîtriser la qualité de la production et les contrats. Et on a bien sûr tout l'amont qui investit assez lourdement, aussi bien dans le conseil que dans les OAD. Et ça aboutit à des nouvelles formes de concurrence, mais qui ne sont pas du tout celles qu'avaient prédit les économistes qui avaient travaillé sur cette question. C'est-à-dire qu'ils avaient imaginé une concurrence qui serait un monde de consultants, dans lequel on aurait une multitude de consultants, de boîtes de consultants indépendants qui seraient en concurrence, et cette concurrence serait basée à la fois sur le prix du conseil et la qualité. Là, dans un monde beaucoup plus complexe que ça, avec une diversité de statuts d'organisation, il y a des coopératives, il y a des firmes privées, il y a des associations, il y a des clubs d'agriculteurs, je n'ai pas fini la liste, mais on pourra en trouver d'autres, qui se trouvent en concurrence sur ces objets, qui vendent différemment le conseil. Certains le vendent tout en vendant des produits en même temps, certains ne vendent que des produits et le conseil est associé à la vente de produits. Donc on est dans une forme de concurrence très compliquée. Et la façon dont jouent les données dans ce schéma qui était déjà très complexe, elle est de... Je pense que ça soulève pour moi trois questions qui sont sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. La première, c'est celle que beaucoup d'organismes ont vu avant qu'on parle de big data, je pense que beaucoup d'organismes ont vu dans les données qu'elles avaient construites sur le long terme un vrai potentiel pour faire du conseil. Et je pense que le conseil en élevage et le contrôle laitier en est clairement une des illustrations. C'est des organisations qui maîtrisaient très finement les critères de qualité et de performance laitière et qui, à partir de là, progressivement se sont déportés vers le conseil agricole. Ils ont même changé de nom pour devenir France Conseil Élevage globalement. Donc il y a bien cette dynamique-là, c'est-à-dire à partir des bases de données, pas que des données, il y a aussi des connaissances, de l'expertise, mais ces bases de données soutiennent le développement du conseil. C'est aussi ce que font certains groupes comptables, Serre France ou autres, qui, en s'appuyant sur une expertise forte, sur la compréhension de comment se construit la valeur ajoutée, vont vers du conseil global, vont vers du conseil technique. Donc là, il y a un premier point qui me paraît important, c'est le fait de pouvoir construire du conseil global à partir de données accumulées. L'autre chose, et ça rejoint beaucoup, je crois, ce que vous avez dit, c'est qu'on voit un certain nombre d'outils qui apparaissent et qui vont transformer les relations entre agriculteurs et conseillers. Donc il y a des OAD qui apparaissent. Je pourrais faire un petit peu de pub pour mon institut, mais qui a participé comme d'autres au développement d'applis smartphones ou tablettes qui permettent d'identifier les maladies présentes dans un champ. Mais ça, on voit bien que c'est un outil qui va transformer les relations entre agriculteurs et le conseiller. C'est qu'il y a une ressource cognitive là, qui est partagée entre les deux acteurs. On peut vérifier ensemble quelle est la maladie présente, partager la même clé de détermination, etc. Et des outils comme ça, on pourra en citer beaucoup d'autres, des cartes fournies par de la télédétection, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que comme je disais, ça n'a pas remplacé le conseil, mais ça a transformé le conseil. Et on parlait de FarmStar. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui utilisent FarmStar pas du tout dans un tracteur équipé d'un système GPS, etc. Ils l'utilisent dans des tourne-plaines en groupe où chacun amène ses cartes et où ils comparent les cartes avec ce qu'ils observent, etc. Donc, c'est aussi des nouveaux supports pour le conseil de groupe. Néanmoins, pour moi, cette tendance, ça pose une vraie question qui est celle de qui maîtrise les modèles. Pas qui maîtrise les données, alors ça on en a beaucoup parlé, c'est vrai que c'est un sujet, mais pour moi le sujet encore plus important c'est qui maîtrise les modèles. Parce que les données sans un modèle explicatif permettant de les traiter et d'aboutir à une aide à la décision sont relativement peu utiles. Et pour moi la question se pose beaucoup de qui va être l'organisme qui va proposer le modèle agronomique ou zootechnique ou économique qui va permettre de passer d'un pool de données de plus en plus grand à un outil d'aide à la décision. Et de ce point de vue-là, autrefois, dans un schéma assez descendant, comme il a été décrit, ces acteurs-là, ils étaient assez simplement identifiés. Donc, il y avait l'INRA, il y avait les instituts de recherche appliquée financés ou cofinancés par les agriculteurs.
Alors je ne dis pas que ces acteurs sont plus actifs, ils le sont évidemment toujours et contribuent toujours à ces modèles, mais ils ne sont plus les seuls, et il y a beaucoup d'autres acteurs qui arrivent avec leurs modèles. Donc on a vu des startups qui développent des modèles pour la fertilisation, l'irrigation, etc. Et ils traitent les données, ils recueillent des données, mais ils ont aussi ces modèles-là. Alors des fois ils les font en partenariat avec les instituts publics de recherche, des fois pas. Donc ça pose des questions. Les questions que je vois, ça peut poser des questions d'asymétrie de connaissances, c'est-à-dire que le conseiller va utiliser ces modèles, mais est-ce qu'il a la maîtrise de la qualité du modèle? Comment il peut vérifier la qualité du modèle? Donc on a vu qu'il y a des solutions qui ont été mises en place par certaines startups qui collaborent avec les organismes de conseil pour refaire des essais sur le terrain, des mesures et comparer avec les conseillers la prédiction avec ce qui se passe sur le terrain, mais ce n'est pas systématique. Dans d'autres cas, il y a des asymétries beaucoup plus fortes qui se créent. Un autre point, c'est quand même les conflits d'intérêts. On a parlé du cas de l'antibiotique, mais il faut quand même se poser la question de qui propose le modèle et est-ce qu'ils sont indépendants de certains intérêts de commercialisation d'intrants ou pas. Parce que là, sinon, on peut quand même imaginer certains biais dans le modèle. Et il y avait un troisième point que j'ai oublié, mais du coup, il ne devait pas être très important et c'est pour ça que je serai plus court. Merci Pierre. Je voudrais permettre à M. Dundison peut-être particulièrement de réagir, vous qui êtes vraiment impliqué dans cette dynamique de renouvellement des acteurs du Conseil. Comment vous entendez cette contribution de Pierre? Oui, juste pour parler de cette question de... Pardon? Ok, mes excuses pour le franglais. Mais pour la question des modèles, il se trouve que j'ai fondé et géré une société qui a cherché à utiliser des modèles dans le domaine public, tels que l'INRA, pour donner aide à la décision, un modèle aide à la décision pour nos clients, les agriculteurs. Mais ces modèles étaient toujours une black box. Et comme ça, on ne pouvait pas améliorer les modèles avec des expériences dans les champs et on était obligé de créer nos propres modèles, de redémarrer à zéro parce qu'on a trouvé dans le domaine public un certain manque de collaboration pour la mettre en œuvre. À ce qui concerne la question de la compétition et qui possède le modèle et y a-t-il les conflits d'intérêts, typiquement, si c'est un fournisseur de semences, engrais, etc., qui fournissent un petit algorithme ou modèle, il est gratuit. Hein? Il est gratuit parce qu'il est toujours lié avec une certaine bias. On peut vendre plus de cet input. Et le problème avec les modèles gratuits, c'est que les agriculteurs, typiquement, ils donnent moins de valeur à ce modèle et très vite, soit ils rejettent, soit ils mettent n'importe quoi là-dedans pour avoir une recommandation qui est très peu viable. Et ensuite, on laisse tomber l'initiative. Alors ça, c'est mes propres expériences de 10 ans dans ce métier. Moi, je voulais juste rebondir sur la concurrence. On aurait presque tendance à s'offusquer de la concurrence. Pour moi, la concurrence est une bonne nouvelle. Par rapport à ça, ça vient déranger les modèles. Je suis d'accord, mais c'est une bonne nouvelle. Si je prends pour le groupe que je dirige, j'ai passé le groupe d'une situation monopolistique à une situation concurrentielle. Aujourd'hui, on fait 4 fois plus d'innovation maintenant qu'on ne faisait il y a 15 ans. Aujourd'hui, on crée un critère nouveau tous les ans. Parce que si on ne crée pas ce critère nouveau et qu'il n'a pas suffisamment de valeur, on risque de ne plus faire partie du paysage. Donc, par rapport à ça, je pense que la concurrence, c'est quelque chose qui quand même est stimulant et que je pense que les systèmes monopolistiques ont créé peu de valeur par rapport à ça. Ils ont été très très pertinents à un modèle où on avait un besoin alimentaire. Et la génétique a fait son œuvre à cette époque-là de manière remarquable, le développement des chambres d'agriculture également et des instituts. Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère où, à mon avis, on est à une ère où il faut créer de la valeur. Et on peut créer de la valeur et on peut être on appelle ça la coopétition, on peut être en coopération avec un acteur
être en concurrence avec ce même acteur sur voilà. Moi, je vais dire dans mes rendez-vous de la semaine, j'ai la moitié de mes rendez-vous avec des gens qui sont concurrents de ce que je peux faire sur d'autres domaines d'activité. Mais c'est pas un souci. Ce qui ne nous empêche pas, on vient de sortir un indicateur sur le diagnostic de gestation, c'est à nouveau de discuter avec nos amis des entreprises de sélection, et on est en train de travailler maintenant pour peut-être faire une offre commune afin qu'on soit plus intelligent sur les agriculteurs. Voilà. Mais si on rêve d'un monde dans lequel chacun a ça et autres, moi j'y crois pas. Enfin, je crois qu'un monde ouvert est un monde, voilà, qui est un monde d'opportunités. Alors, je vais être un petit peu directive et frustrer probablement le débat, mais je voudrais laisser du temps à la salle pour poser des questions sur ces dimensions qu'on effleure ensemble. Et Pierre, tu introduisais ton propos en disant il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc cette concurrence, elle s'exerce notamment dans la relation que chaque organisme de conseil va pouvoir construire avec des agriculteurs. Et ça, j'ai envie de le remettre en perspective par rapport à la complexité des rapports des agriculteurs à ces objets connectés. Et du coup, je voudrais proposer à Jeffrey Nadison de nous exposer un peu son expérience autour de la question, mais comment mobilise-t-on les agriculteurs dans ce mouvement de numérisation du conseil, ou en tout cas de numérisation de l'agriculture? Quel rôle peuvent avoir les structures de conseil dans cet engagement avec les agriculteurs? D'abord, je vais juste identifier ces agriculteurs qui sont le plus censés être réceptifs à ce conseil. Et ensuite, on peut parler de la nature de le conseiller. Donc ici, sur l'image, je voudrais bien exposer cette notion de les agriculteurs qui sont le plus censés à adapter ces technologies. On parle de big data, de precision agriculture. Donc il faut avoir un vrai besoin. Il faut éviter cette question de technology push. Donc aujourd'hui, on a parlé surtout dans la dernière séance de beaucoup de technologies. Il faut savoir à quoi ça sert et qui va gagner et pourquoi. Donc, c'est comme ça, je parle de la complexité d'une exploitation, de gérer une petite exploitation céréalière. C'est pas tout à fait la même chose au niveau de sans irrigation, par exemple. C'est pas du tout la même chose que le maraîchage avec irrigation ou de cultiver les framboises à la main ou fournir la salade 4e gamme chez une grande surface. Donc, les gens qui vivent dans une situation beaucoup plus complexe, ils ont un besoin plus prononcé. Mais ensuite, on a besoin d'adresser les gens qui percevront ce besoin. Et ici, on parle des pionniers, les gens qui sont je cherche le mot en français avec mes excuses, les adapteurs précoces qui sont prêts à tester et prendre le risque. C'est aussi les gens qui sont exposés à beaucoup plus des contraintes, par exemple un cahier de charges particulièrement restreint, ou qui cherchent une labellisation bio, est un petit exemple. Donc, si on a les gens qui sont très curieux, ambitieux, donc mes propres expériences, on a toujours ciblé comme pionniers les fils de père en train de changement générationnel d'une exploitation. Typiquement, quand le père est toujours très actif, il envoie fils à une école telle que celui-là, qui est une bonne chose. Il revient et il veut montrer tout ce qu'il a appris. Donc, c'est ce type de profil qui était à la perception de ce besoin. Et dernièrement, on a besoin d'une capacité de payer pour ce conseil ou pour l'instrumentation de precision farming, comme on dit. Et ça, c'est lié avec un revenu par hectare et la taille d'une exploitation. Donc, ces trois paramètres, certains ans, on a des objectifs, on peut le mesurer très précisément comme un revenu par hectare. Parfois, il y a des aspects beaucoup plus subjectifs. Par exemple, cette notion de curiosité de l'agriculteur. Mais en tout cas, c'est très multifactoriel et complexe. Donc, si je peux passer, s'il vous plaît, à une autre idée qui je trouve particulièrement pertinente et
pour moi, est lié avec certains commentaires que M. le ministre a passés tout à l'heure. Cette notion de capacité d'absorption de ces innovations. Il faut que ce modèle que je présente ici, qui date de 90, un peu modifié pour le monde agricole de les professeurs Cohen et Leventhal. Il est également vrai pour les agriculteurs comme pour les gens qui souhaitent donner le conseil aux agriculteurs, qui doivent eux-mêmes faire face à tous ces changements d'outillage disponibles et les maîtriser correctement. Mais en tout cas, pour maximiser cette capacité d'absorption, d'innovation, on a besoin de traiter cette attitude vers le changement qui va parfois contre la tradition, dans certains contextes. Un esprit de collaboration, donc on a cité ça tout à l'heure, je crois que sans avoir cet esprit de collaboration dans un métier qui devient de plus en plus pluridisciplinaire, c'est impossible de vraiment maîtriser les technologies. Et encore plus importante et plus pertinente pour les instituts comme SCA ici, c'est la formation, et particulièrement la formation pour l'utilisation des innovations technologiques telles que le big data, mais sûrement pas que ça. Et je crois que vous avez cité tout à l'heure cette notion d'expérimentation, à la fois interne qu'externe. Il y a beaucoup de données qui présentent les agriculteurs ou les conseillers qui sont très actifs avec les expérimentations. Ils ont une capacité d'absorber les idées d'extérieur plus importantes, qui sont plus prêts à adapter et mettre en œuvre et ensuite de tirer un bénéfice commercial de ces innovations. Donc, je crois qu'avec un tel modèle, on voit une entrée pour les instituts tels que le vôtre, de préparer la prochaine génération à être plus capable d'absorber ces innovations et expériencer une réussite plus importante. J'aimerais approfondir un peu comment ça peut se traduire dans des modalités d'accompagnement ou de mobilisation des agriculteurs, ce cadrage un peu. Dans des cas précis tels que j'ai vécu dans mon propre société, et je ne cite pas mon dernière société, mais avant dernière société, quand j'ai travaillé dans le groupe John Deere pour développer des services. Et effectivement, on s'est trouvé parfois en concurrence avec des chambres d'agriculteurs ou des conseillers traditionnels, parce qu'on a bien trouvé qu'on peut aller jusqu'à un certain niveau avec l'équipement. Et dans le monde de l'économie de connaissances, knowledge economy, il fallait rentrer dans le monde de conseil. Mais avec l'approche que nous avons prise, qui était très intéressante, c'est de venir à plusieurs, minimum à 2 personnes. Typiquement, on a jumelé un agronome avec un data miner, donc un statisticien. C'était très enrichissant parce que le statisticien peut bien trouver les tendances, mais il ne peut pas donner de sens à ces tendances. Et l'agronome peut bien trouver les explications, mais il avait besoin de le donner dans une forme lisible et accessible à lui. Donc, c'était assez cher pour démarrer, mais on a fait ça toujours à 2. Mais en même temps, on a cherché à former les gens de devenir plus pluridisciplinaires et un programme très actif d'engager les gens ouverts à cet esprit pluridisciplinaire, en sachant qu'on a toujours besoin des experts pour avoir la pluridisciplinarité, on a besoin des disciplines quand même. J'ai envie d'ouvrir la discussion à nos autres intervenants autour d'une question qui est peut-être du coup un petit peu dérangeante quelque part. La stratégie pour rentrer sur le marché agricole, alors elle passe par des modalités de
nos travails interdisciplinaires qui sont intéressantes, elles passent aussi par une sélectivité des agriculteurs vers lesquels on va, si j'ai bien compris. Donc, alors, l'image a adressé ce point. ouais. Alors, mais qu'en pensez-vous, quoi? Est-ce qu'on peut engager ce mouvement de numérisation de l'agriculture avec tous les agriculteurs ou pas? Alors, c'est une question intéressante, surtout quand on est dans une société qui a été créée par et pour des agriculteurs. Et donc, c'est plus facile pour des opérateurs privés de venir nous concurrencer sur des cheptels à 100, 200 vaches, et ils ne s'embarrassent pas du fait qu'on a à côté des milliers de cheptels qui sont entre 30 et 50 vaches laitières. Donc nous, on travaille par segment, on est obligé de travailler par segment. On se doit d'être à l'excellence dans les segments sur lesquels on va être très concurrencé. Je veux dire, c'est normal et c'est sain et ça nous fait du bien parce que ça nous permet en même temps d'être meilleurs chez les autres. Par contre, on a un devoir d'accompagner un maximum d'agriculteurs pour qu'ils puissent passer la mutation, notamment laitière. On travaille à 90% dans le secteur laitier. Et vous savez qu'il y a 20% des agriculteurs qui vont passer, même on ne serait pas là, ça ne changerait rien. Il faut avoir cette humilité-là. Ils ont une autonomie et autres. Ils trouveront eux-mêmes les intervenants. Par contre, l'intérêt des modèles de développement dont on fait partie, c'est qu'à chaque fois, on prend le temps. Actuellement, nous, on est en train de prendre du temps et même des euros sur nos fonds propres pour pouvoir expliquer la mutation et faire qu'elle soit comprise, qu'elle soit intégrée. Parce que bien sûr que certains vont devoir se regrouper, bien sûr que certains vont mieux devoir travailler leur prix de revient, qu'on doit travailler aussi bien dans des modèles bio que dans des modèles d'agriculture écologiquement intensive. Donc, et surtout, n'opposons pas ça. Par contre, on n'a pas, comme on est concurrencé sur certains segments de marché, on est obligé de répondre par rapport à ça. Par contre, on voit des points de concurrence qui parfois commencent et s'éteignent. J'en prends un, nous, c'est l'arrivée des robots de traite. Ça a été un phénomène. Sur nos 13 000 éleveurs, 1500 aujourd'hui. Personne n'aurait dit ça il y a 10 ans. 1500. On a accompagné les premiers robots de traite. Ça, il y a eu des positions différentes ailleurs en France, en se disant, de toute façon, le progrès, il faut l'accompagner. Aujourd'hui, on a, 10 ans après, 90% des gens qui sont restés adhérents clients chez nous. Et 90% sont restés adhérents dans des formules de conseil haut de gamme. Parce qu'on a accompagné le processus, parce qu'on a mis des moyens, parce qu'on a expérimenté des choses. Donc je pense qu'il faut avoir ce regard tourné et ne pas avoir peur de travailler sur ces segments-là. Et là où on avait plus de complications avec Lélie, qui au début disait achetez un robot et vous ferez l'économie du conseil, aujourd'hui on a des relations assez étroites avec un maximum de Lélie Center qui disent mais attendez, si je vends un robot dans une exploitation qui est suivie par Synergie, il va fonctionner et l'agriculteur va m'acheter la version suivante après. Donc le paradigme a changé. Mais à chaque fois, il faut faire la preuve de sa compétence et ça, je trouve que c'est très sain. Et c'est bien qu'il y ait des opérateurs privés qui rentrent, qui nous prennent des clients parce que ça nous fait bouger. Alors, rapidement, déjà, il ne faut pas avoir de mythe sur ce qu'est l'accès au conseil historiquement. Il y a toujours eu des exclus, et il y en a même eu beaucoup. Et je pense que le secteur laitier est un peu une exception en l'occurrence, avec un taux de pénétration du contrôle laitier sans équivalent dans aucun autre secteur de production. Le peu de données qu'on a issues du recensement de l'agriculture montre que c'est plutôt la majorité des conseillers, des agriculteurs qui ne sont pas réellement en contact avec les conseillers, plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est un premier point historique et qui est indépendant de la question du numérique et de l'accès aux outils numériques. L'accès aux conseillers en tant que tel est déjà relativement inégalitaire dans notre pays, contrairement à d'autres, mais qui sont aussi beaucoup plus petits qu'un pays, mais on est encore un pays avec, même s'il y a moins d'agriculteurs, il y en a beaucoup, très différents, de multiples points de vue, éducation, taille des exploitations, pluriactivité ou autre. Et cette question de la diversité des publics reste une question posée. Et c'est dommage que le ministre ne soit pas resté, parce que c'est avant tout une question de politique publique, de mon point de vue. Alors c'est certes une question de l'offre, mais c'est aussi une question de politique publique. Et là-dessus, force est de constater qu'il n'y a quasiment pas de débat sur les publics de l'offre de conseil, y compris dans le conseil qui bénéficie de soutien public, que ce soit
à travers les différentes taxes qui abondent le développement agricole et le conseil. Mais je pense qu'il y a différents outils qui peuvent être expérimentés, de soutien à la demande, de soutien à l'offre, et qu'ils ne sont pas beaucoup. Et je pense que c'est avant tout une question de politique publique. Je vais vous proposer de prendre des questions dans la salle. On a un petit quart d'heure pour pouvoir y répondre. Alors n'hésitez pas, je vais peut-être prendre plusieurs questions. Alors je vais commencer par mon président, hein, Monsieur Denis. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent, hein? Oui, je vous remercie pour la clarté et la lucidité avec lesquelles vous avez décrit les évolutions concurrentielles du Conseil. Et être concurrent, c'est courir ensemble. Et si nous n'avons pas quelqu'un qui, juste à côté, court plus vite que nous, nous n'allons pas faire d'efforts. Je reviendrai sur, par rapport à l'évolution du Conseil, la perception que vous avez des besoins en formation continue et des alliances possibles avec des établissements comme les nôtres pour la formation continue dans les différentes formes de conseil. Des agents, mais aussi des agriculteurs, pour acquérir les bases qui permettent aussi d'intégrer tout ça. Sachant que faire de la formation, c'est un métier, faire du conseil, c'en est un autre. Voilà, donc c'est une question qui est à l'ensemble de la table. Moi, je vais y aller. Je disais à Bertille, en arrivant ce matin, les échanges que l'on a m'amènent de manière évidente à dire qu'on doit aller plus loin entre nos entreprises et les établissements tels que les ARS. Ça me paraît une évidence. Nous, on n'a pas vocation, mais je pense que ça serait vraiment une erreur. Les entreprises qui veulent tout faire font tout mal. Donc on a vocation à se centrer sur nos lignes de force pour mettre nos moyens sur ça et de trouver les bons alliés qui vont nous aider à être pertinents. Je pense qu'on a des choses à faire sur la formation aux agriculteurs, ça me paraît évident. On a des choses à faire sur le fait que nous, ça nous intéresse que des jeunes de l'ESA viennent télescoper nos entreprises pour l'ubériser nous-mêmes plutôt que de laisser, de se mettre dans la posture des taxis qui à un moment, de toute façon, le verrou sautera parce que ça c'est en train de se développer partout dans le monde. Donc je pense que donc il est important qu'on soit pro-acteur sur ça. Et puis voilà. Et puis peut-être que sur un domaine, il y aura de la formation faite par l'ESA et nous on fera un module complémentaire et puis qui sera à peu près pareil. Et puis c'est pas un souci. La question c'est à chaque fois. Il faut se projeter vers demain. Je pense qu'on se prend beaucoup moins la tête avec la concurrence quand on se projette vers demain, parce qu'on crée des nouveaux océans bleus, on crée des nouveaux espaces. Et là, ben, on le fait avec les gens qui ont l'énergie pour le faire. Ceux qui n'ont pas l'énergie pour le faire, ben, bien sûr que le paysage en 2020-25 du développement agricole ne sera pas celui de 65. Et bonne nouvelle, heureusement. Enfin, je pense qu'on ne peut pas espérer se projeter dans un monde qui ressemble à celui d'il y a 50 ans. Donc, on a à se projeter dans un monde nouveau. Je vais juste parler un peu de mes expériences quand j'étais dans le domaine tel que le vôtre, l'administration dans une université à Singapour. J'ai travaillé surtout sur cette question de capacité d'absorption, absorptive capacity. Et j'ai travaillé ensemble avec le ministre de Innovation et Entrepreneuriat, le Minister of Entrepreneurship, qui n'existe qu'au Singapour. C'est particulier. On a mis en place un système d'apprentissage en continu, continuous learning, pour les professionnels, justement pour attaquer cette notion de l'amélioration de la capacité en continu d'absorber les nouvelles technologies. Et ensemble avec le ministre, on a mis en place une petite bourse pour les PME, par exemple, pour prendre les short courses, excusez-moi à nouveau pour le franglais, à l'université, pour rendre les gens plus capables de se concurrencer, même avec eux-mêmes, pas eux-mêmes, mais entre eux, les PME dans le pays. Et c'était un grand succès. Je crois que pendant 2 ans, quand j'y étais, il y avait quelque chose comme 800 patrons des PME qui ont participé dans les petites short courses de 1 à 3 mois, selon le thème qui était traité.
Peut-être juste une remarque aussi, pour répondre à votre question. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas y répondre à votre question quelque part. Parce que ce que vous demandez, c'est en gros, quels seraient les profils de demain, que faut-il faire? Je pense que la seule chose qu'on peut dire à ce stade-là, c'est de garder un lien avec l'industrie, de garder ces liens le plus étroits possible. Le type de journée d'aujourd'hui, ce sont des occasions aussi assez inespérées pour créer, tisser ces liens, les entretenir. Par contre, de quoi a-t-on besoin? Je crois qu'on ne peut pas le répondre. Et je crois que ce qui est difficile et qui va changer peut-être aussi beaucoup de choses pour les écoles en particulier, c'est que tout ce qui concerne l'information accélère le temps. Ça l'accélère à tout point de vue. Au niveau de nos entreprises, où on doit changer, s'adapter rapidement, mais ne nous donne pas non plus une très grande visibilité à long terme. Or, dans l'enseignement, souvent, on va être sur des pas de temps relativement longs. On ne peut pas prédire de quoi on aura vraiment besoin dans 10 ans. Donc, il y a besoin de cette vitesse, cette rapidité d'évolution, ces changements. Et peut-être qu'une des choses aussi qui peut fortement impacter la formation, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible pour tout le monde quasiment, rapidement. Il suffit d'avoir un smartphone. On a l'information sur ce que l'on veut. J'ai entendu ce matin, Google est notre ami. Oui, certainement, avec une petite limite, c'est qu'à un moment donné, Google raconte beaucoup de choses. Il faut avoir la compétence, la connaissance pour pouvoir trier. Et donc, ce qui va peut-être changer beaucoup dans les écoles, c'est peut-être moins aussi la connaissance qui est apprise, acquise, digérée par les étudiants, donc la tête bien pleine. Demain, ce qui va peut-être être très très important, c'est la tête bien faite, la capacité à raisonner, la capacité à avoir un esprit critique, la gestion en projet, etc. Je propose de prendre d'autres questions. Je scrute l'amphi et je ne vois pas de main levée, mais j'ai un projecteur en face de moi. Donc si jamais par là-bas, il y a des gens qui veulent absolument poser des questions et à qui on ne donne jamais la parole, s'il vous plaît, ne soyez pas vexés. C'est une question de visibilité. Monsieur au fond, oui. La question concerne les conseils agricoles. Je suis d'une chambre d'agriculture. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait persuadé que tout le monde va avoir accès au big data. Est-ce que les gens qui n'auront pas accès au big data ou peu accès au big data seront là demain pour le conseil? Alors, moi, je vais parler de notre stratégie. Je pense qu'il est sage d'être acteur du big data pour pouvoir avoir la capacité à discuter avec les autres acteurs du big data pour mener des collaborations. Après, mais c'est une réelle, la question que vous posez est une vraie question. Après, je pense qu'au niveau des entreprises du secteur agricole, on a vocation, on a des CUMA informatiques qui étaient les ARSOE. On a besoin d'inventer la nouvelle génération, c'est-à-dire que de transformer ces CUMA en plateforme informatique de demain. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'agriculteur au centre. Enfin, nous, en tant qu'organisation agricole, on se bat pour que ça soit l'agriculteur qui ouvre les tuyaux et que ça ne soit pas des firmes qui valorisent uniquement la valeur de la donnée. Et ça, c'est un point important. Donc, pour nous, ça nous passe d'une informatique propriétaire, parce qu'on était nous-mêmes dans une informatique propriétaire, à une informatique collaborative. Nous, on amène des conseils en alimentation. On est en train de bâtir une plateforme informatique, on discutait avec mon collègue ce midi de choses qui existent en Allemagne, dans lequel on va permettre à des concurrents de mettre également leur rationneur, alors que nous, on a un rationneur également. Mais je préfère encore ça, et que ça soit l'agriculteur qui ouvre, que l'agriculteur n'ait plus du tout la main. Nous, on veut défendre une agriculture entrepreneuriale. On n'a pas envie de défendre une agriculture où les agriculteurs sont intégrés et subissent. Donc, c'est pas la peine de former des gens avec des niveaux de qualité hautes comme agriculteurs si on les met dans des schémas de dépendance. Enfin, si on doit... Et là, on a visité des choses chez nous. Nos organisations agricoles ont parfois modélisé certains agriculteurs dépendants. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de se bouger, la génération qui arrive, elle a envie de cette autonomie. Accompagnons le côté entrepreneurial par rapport à ça. Et il faut que tous les acteurs, instituts, chambres, Alice et compagnie, on se mette tous autour de la table pour créer des plateformes. Je suis sûr qu'en plus, il y a des moyens financiers pour ça. Par contre, il ne faut pas que ça soit un schéma descendant. Il
faut que ça soit un schéma émergent. Si c'est descendant, ça ne marchera pas, parce qu'on fait des choses avec des quantités de milliers de jours informatiques, et puis le terrain ne voit pas toujours la réalité de ça. Donc moi je crois à une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il faut partir de la fonctionnalité client, et après il faut consolider cette fonctionnalité pour vraiment la partager. Et puis, mais il faut être ouvert à des fabricants d'installations de traite, il faut être ouvert, le monde va être ouvert. Pour revenir très vite à votre question, c'est un sujet qui n'est pas résolu, mais encore une fois, qui ne se pose pas uniquement pour la question du numérique. Je pense qu'une des opportunités qu'on voit, c'est qu'il y a à nouveau des dynamiques collectives qui se créent autour du conseil agricole, qui s'était un peu tari il y a 10 ou 15 ans, je pense, et là on voit vraiment une nouvelle dynamique. La question, c'est qu'est-ce qu'on va intégrer comme diversité de formes d'agriculture dans cette dynamique collective. Et ça, je pense, c'est une question vraiment importante. Et je pense que ça concerne à la fois les organismes de conseil, mais la profession agricole elle-même aussi, de savoir comment on peut intégrer la diversité qui est toujours présente. Alors, on n'est pas l'agriculture danoise, on a une agriculture avec une beaucoup plus grande forme de diversité. Comment on l'intègre dans ces dynamiques collectives qui se recréent et éventuellement dans des utilisations différenciées du big data. Mais on peut en avoir, hein. On peut avoir des modèles qui ont des sorties qui sont utilisés différemment par différents types d'agriculteurs. Je ne dis pas que c'est facile et que c'est possible et que c'est immédiat, mais ça me paraît possible. Mais il faut être volontariste à la fois du côté du conseil agricole et de la structuration des professionnels pour vouloir intégrer cette diversité. Mais juste pour rebondir sur ça, je vais prendre un exemple qui sont les études de marché. Je crois qu'aujourd'hui, il est bien plus intéressant d'avoir 100 clients en open innovation que de payer des sommes fabuleuses en études de marché. Alors, je caricature volontairement. Il y a à apprendre des choses intéressantes dans les études de marché, mais je pense que la richesse, elle est dans la tête de nos agriculteurs et qu'il faut qu'on la mette en mouvement, et il faut qu'on oxygène tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur ça, mais ça veut dire qu'on est face à notre propre changement culturel. Dans nos organisations, mais qu'on soit organisme de développement agricole, établissement scolaire et autres, on a une mutation qui est devant nous. Je suis d'accord qu'on est dans une logique disruptive, et la question c'est comment on l'amène pour que ça ne soit pas une rupture et que ça soit une mutation. Merci. Je pense qu'il va être l'heure de conclure. Donc déjà pour commencer, je vais remercier l'ensemble des intervenants pour ces discussions que j'ai personnellement apprécié et que j'ai trouvé très intéressante parce que n'étant pas forcément dans le domaine, finalement là j'ai eu quelques éclairages intéressants sur des côtés de sociologie, sur des côtés on va dire stratégie d'entreprise vis-à-vis du conseil, donc merci. Je pense aussi que ce que l'on voit ressortir de cette discussion assez rapidement, on en était déjà à peu près intimement persuadé, mais ça le confirme bien, c'est que comme pour pratiquement tous les secteurs d'activité, tous les secteurs économiques, comme globalement l'ensemble de la société, l'agriculture et le domaine du conseil plus particulièrement vont être fortement impactés par tout ce qui est numérique et tous ces développements technologiques. Impactés, moi j'aurais tendance à dire que ça sera effectivement une révolution. On est à l'aube de cette révolution. Alors je sais que le ministre préférait plutôt mutation. Personnellement, je pense qu'on irait plutôt vers une révolution. En tout cas, il y a des opportunités de révolution pour le bien des éleveurs, dans ce qui me concerne, parce que je raisonne plutôt éleveur, mais je pense plus généralement, de toute façon, pour l'agriculture. On voit bien qu'on n'est qu'au début des big data, on n'est qu'au début de ces changements, et pourtant, ça a déjà amené pas mal de transformations, si on écoute M. Royer, à la fois en termes, on va dire, de philosophie partenariale, de philosophie d'entreprise, de stratégie d'entreprise, mais également pour le conseiller lui-même, en termes de métier, d'évolution de métier. Et je pense que la conclusion, la conséquence de tout ça, ça sera forcément des évolutions, des restructurations fortes d'organismes, d'organisations. Alors pour la partie du conseil, ou du conseiller lui-même, ça a déjà été dit dans l'une ou l'autre des tables rondes, la crainte principale, c'est que demain, toutes ces technologies, ces big data, remplacent le conseiller. Je pense que ça a été dit autour de cette table-là, non, très probablement, ça va le transformer, mais ça ne va pas le remplacer. Évidemment, l'agriculteur ou l'éleveur demain aura accès à de la connaissance via Internet. Évidemment, il aura accès à un tas de données.
On peut imaginer des systèmes experts qui vont mouliner toutes ces données pour lui donner un tas d'indicateurs. Donc en ce sens, effectivement, le conseiller traditionnel, hérité, j'allais dire, des structures qui ont été mises en place, en particulier en élevage après la guerre. Si je reviens sur mon domaine de l'élevage, des structures initiales qui avaient vocation à faire du contrôle. Du contrôle pour une autre chose que le conseil, du contrôle pour pouvoir faire de la génétique et produire les animaux de demain qui permettront de produire avec des niveaux suffisants et avec une bonne rentabilité. Ce contrôle, il a évolué progressivement en conseil, avec un conseil de base, qui était de faire de la donnée agrégée, de rendre des tableaux de bord et des indicateurs de pilotage. Et je pense que M. Royer a essayé de nous convaincre, et je pense qu'il y a à peu près réussi, que ça, c'était aussi quelque chose qui est passé, et qu'aujourd'hui, au-delà de ce rendu de résultats, on va vers un vrai conseil, au sens où on va essayer d'amener des solutions. On va amener une aide, pas simplement un rendu de données brutes. Le rendu de données brutes, finalement, n'aidera pas tant que ça. Donc oui, le rendu de données brutes probablement est mort. Vive le vrai conseil, vive la solution à l'éleveur, vive la solution à l'agriculteur. Je pense aussi que le conseiller n'est pas mort parce que quand on a des données, quand on a des indicateurs, je vous mets ma tête à couper qu'il y aura des indicateurs donnant des informations contradictoires. Et pourtant, tous ces indicateurs viennent de capteurs qui sont tous pertinents, tous plus pertinents que les uns que les autres. Et à un moment donné, quand on est noyé sous cette avalanche d'informations contradictoires, que fait-on ? Je pense que c'est là qu'on aura un intérêt à effectivement travailler en groupe. Et on nous a expliqué que ça existait, que les moyens de communication aujourd'hui, les forums, etc., sont une façon très pratique, très intéressante et efficace de mettre en relation des personnes qui veulent échanger sur leurs pratiques, sur leurs connaissances, sur leurs expériences. Et je pense que de ce point de vue-là, le conseiller, demain, c'est peut-être quelqu'un qui sera un peu, on va dire, au centre ou en périphérie, je ne sais pas, mais autour de ces petits groupes pour faciliter, pour mettre en relation, pour faire de la concertation, créer de la cohésion au sein de ces groupes-là, amener la discussion entre des experts et les éleveurs qui sont là, avoir une vision peut-être un peu plus d'ensemble. Et ça, je pense que c'est important aussi parce que la machine système expert, ça restera du virtuel. Et je pense que ça a été dit ce matin aussi, à un moment donné, on a besoin de rester dans le monde réel. Tous les forums, etc., ne remplaceront jamais le contact vraiment, la relation humaine, le lien social réel. Je crois que c'était un des intervenants ce matin qui disait je m'occupe de mon réseau social, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mon forum. Mais ça reste quelque part quand même un pis-aller, ça vient en substitut, et ça serait quand même tellement mieux si en structure locale on pouvait avoir ce type de discussion. Donc ça, je pense qu'effectivement, pour toutes ces raisons-là, ça ne remplacera probablement jamais le conseiller en tant que tel. Après, par rapport aux évolutions de structure, donc on a vu que ça amène à des regroupements, ça amène en particulier dans un contexte réglementaire qui libéralise, ça amène à plus de concurrence. Mais je voudrais revenir quand même sur l'exemple de l'élevage, parce que je suis assez frappé des discussions où on a un peu l'impression qu'on redécouvre l'eau chaude dans un certain nombre de situations, de CUMA pour gérer des données, etc., de portails numériques pour laisser l'accès à l'agriculteur. Ça existe. Dans le monde de l'élevage ruminant, ça existe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la loi sur l'élevage. C'était pour faire de la génétique. Mais depuis, ça a quand même bien évolué. Et on a bien des bases centrales où toutes les données remontent. Pourquoi on avait un taux de pénétration important de conseil dans le domaine des ruminants? C'est bien parce qu'au départ, avant que ce soit du conseil, c'était du contrôle, que ce contrôle était en partie réglementé. Enfin, pas en partie, il est en partie maintenant, mais au départ, il était totalement réglementé. Et que c'est ça qui a permis de construire des bases de données, de construire des réseaux d'information et de faire remonter toute cette information. Donc il existe des situations où on n'a pas de questions à se poser sur la monétarisation de la donnée, sur à qui appartient la donnée. La donnée, elle appartient à l'éleveur. Elle remonte dans des systèmes qui sont sous pilotage professionnel et qui partagent l'ensemble des données à ceux qui ont contribué. Alors, je ne vais pas faire de l'idyllique non plus. Le système, il n'est pas parfait. Le système, techniquement, il pourrait être amélioré. Le système, il est quand même bloqué. Je pense que Isagris, il a développé son système d'information maison. C'est peut-être possible parce qu'il n'a pas eu forcément accès au CTIG ou au SIG de façon générale facilement, parce qu'il n'était pas forcément contributeur au départ. Mais, donc il y aura des enjeux de transformation, mais en tout cas des systèmes, on va dire, qui dédramatisent la situation et qui montrent qu'on est capable de mettre tous ensemble des données, ça existe.
on peut peut-être s'en inspirer. Mais cela dit, ils ne sont pas parfaits, et l'autre raison pour laquelle ils ne sont pas parfaits, c'est qu'ils sont adossés aujourd'hui à, on va dire, une structuration en silo, avec des familles qui sont plutôt disciplinaires. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, les enjeux de demain sont pluridisciplinaires. Donc des structures d'organisation, COP en l'occurrence, qui sont très découpées, structurées en silos de ce type-là, ne sont probablement plus adaptées aux enjeux de demain et aux enjeux du big data. Il va falloir être capable de les réinventer, de retrouver de nouveaux modes de fonctionnement. Et là où, je dirais, les choses semblent assez paradoxales, c'est qu'alors qu'on a quelque chose dans l'élevage qui est bien structuré, les tensions concurrentielles, le discours ambiant sur la valeur de la donnée, qui en fait est un discours biaisé, c'est pas la donnée qui a une valeur en tant que telle, c'est bien l'agrégation de l'ensemble des données et les modèles et la capacité qu'on a à donner du sens à ces données qui a une valeur. C'est pas la donnée toute seule. Mais à force de dire aux gens que votre donnée a de la valeur, les gens veulent garder leurs données chez eux. Et donc, on peut amener tout doucement à une désagrégation d'un système qui marche bien. Donc ça, c'est quelque chose qui interroge quand même et sur lequel il va falloir, je pense, vraiment se poser pour imaginer le futur. Mais en tout cas, ce futur, si on veut, comme le disait Hervé Pillot ce matin, accepter une rupture pour arriver à faire quelque chose de bien par la suite, il va falloir qu'on repense les systèmes, qu'on fasse en sorte que toutes les organisations, toutes les COP historiques soient capables à un moment donné d'imaginer un autre mode de fonctionnement que ce qu'il y a aujourd'hui, d'ouvrir les systèmes aussi à d'autres intervenants tout en laissant la propriété à l'éleveur, de s'interfacer avec ce monde qui bouge, etc. C'est un véritable enjeu si on veut effectivement que demain, on soit capable de répondre aux challenges de ces big data, d'un conseil qui se veut plus global. Ça veut dire aussi qu'il faudra probablement d'autres familles autour de la table. Aujourd'hui, on n'a dans notre système pas de données de santé, on n'a pas les données économiques. Voilà, il faut une vision certainement plus globale. Une autre façon d'imaginer la valeur ajoutée se partage au bénéfice des éleveurs et plus largement des agriculteurs. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants à cette table ronde et puis du coup à laisser la parole à mes successeurs. Merci beaucoup.